Vous êtes-vous déjà demandé si vous faisiez certaines choses qui repoussent discrètement les autres, sans que personne n'ose vous le dire? En vieillissant, nous adoptons tous des habitudes. Certaines sont réconfortantes, voire pleines de sagesse. Mais d'autres deviennent des angles morts. Vous pensez peut-être être simplement vous-même, mais en réalité, ceux qui vous entourent le remarquent. Et même s'ils ne disent rien, ces habitudes peuvent doucement impacter la façon dont vous êtes perçu par votre famille, vos amis, voire par de simples inconnus. Dans cette vidéo, nous allons révéler 12 comportements discrets que vous pourriez avoir en vieillissant, que tout le monde remarque, mais que personne n'ose vous dire. Et je ne parle pas ici de l'apparence physique. Je parle de comportements qui petit à petit grignotent votre dignité, vous isolent des autres et effritent la grâce et le respect que vous avez construit au fil d'une vie entière. Chaque point abordé sera une invitation à la réflexion, pas un jugement sévère. Ce sera l'occasion de se demander avec bienveillance: est-ce que ce comportement me sert encore, ou est-ce qu'il éloigne les autres? Et voici la bonne nouvelle, la plupart de ces habitudes peuvent être corrigées facilement. La première étape est d'en prendre conscience. À la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement reconnaître ces signes, mais aussi comment continuer à avancer avec plus de confiance, de clarté et de grâce dans vos années de maturité. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car vous découvrirez qu'avec quelques petits ajustements, la façon dont les autres vous perçoivent, et surtout la façon dont vous vous percevez, pourrait changer profondément. Commençons. Numéro 1. Négliger son hygiène personnelle. L'un des premiers signes que les autres remarquent silencieusement, mais n'osent jamais mentionner, est lorsqu'une personne cesse de prendre soin de son hygiène. Et je ne parle pas de négligence majeure. Ce sont les petits détails. Porter des vêtements qui semblent avoir été portés 3 jours d'affilée. Des cheveux non brossés. Des ongles devenus un peu trop longs. Une légère odeur qui persiste un peu trop longtemps après votre départ. Cela peut sembler anodin, mais ces signes parlent beaucoup. L'hygiène n'est pas seulement une question de propreté, c'est la façon dont nous nous présentons au monde. Dans notre jeunesse, nous entretenons ces habitudes presque sans y penser. Mais avec l'âge, l'énergie diminue, les routines se relâchent, et certains commencent à se dire « à quoi bon ?» Ce glissement est subtil, mais les gens autour de vous le remarquent. Ils ne le diront pas, de peur de vous embarrasser. Surtout les plus jeunes. Ils ne savent pas comment aborder le sujet sans blesser. Alors, ils s'adaptent, ils s'assoient un peu plus loin, écourtent les visites, arrêtent d'initier des gestes affectueux. Mais en réalité, ce qu'ils ressentent n'est pas dirigé contre vous. C'est le message que votre manque de soin leur envoie. Cela leur dit que vous avez peut-être baissé les bras, que vous ne vous accordez plus autant de valeur qu'avant. Et voici ce que personne ne vous dit. Lorsque vous cessez de prendre soin de vous, les autres inconsciemment cessent aussi de vous traiter avec la même chaleur et le même respect. Cela ne veut pas dire que vous devez vous habiller comme un mannequin ou porter du parfum tous les jours. Mais une chemise propre, des cheveux coiffés, des ongles entretenus, cela change tout. Cela dit au monde: je suis toujours là, je prends encore soin de moi. Je vous respecte et je me respecte. La vérité, c'est que les gens réagissent d'abord à votre énergie, bien avant de réagir à vos paroles. Et l'hygiène est l'un des reflets les plus visibles de cette énergie. Quand vous prenez soin de vous, vous envoyez silencieusement une invitation aux autres, une invitation à vous traiter avec gentillesse, proximité et dignité. Et c'est un message qui mérite d'être envoyé. Numéro 2. Parler sans filtre. En vieillissant, quelque chose de curieux tend à se produire. Cette petite voix intérieure qui disait autrefois « peut-être que tu ne devrais pas dire ça à voix haute » devient plus discrète. Parfois elle disparaît complètement. Vous commencez à dire ce que vous pensez plus librement, peut-être même fièrement, en vous disant « j'ai gagné le droit de dire ce que je veux ». Et même si cela peut sembler libérateur, les gens autour de vous ressentent souvent quelque chose de très différent, de l'inconfort. Vous voyez, il existe une fine frontière entre l'honnêteté et la brusquerie. Et au fil du temps, si vous remarquez que vos paroles font que les gens se figent, se tortillent sur leur chaise ou évitent votre regard, cela peut être le signe que ce qui sort n'est pas seulement de la vérité, mais aussi de la dureté. Peut-être vous êtes-vous surpris à faire des remarques sur le poids, l'apparence, les relations ou la façon dont quelqu'un élève ses enfants. Peut-être avez-vous balayé cela d'un rire en disant « je suis juste honnête » ou « à mon époque, on n'était pas si sensible ». Mais voici la réalité, l'honnêteté sans compassion ressemble juste à de la critique. Et ceux qui reçoivent ces remarques, ils ne vous le disent presque jamais. Ils commencent simplement à s'éloigner. Vous remarquerez qu'ils cessent de vous inviter à certains rassemblements, qu'ils écourtent les appels téléphoniques. Ils vous aiment, mais ils essaient de se protéger de ces petites piqûres verbales. Cela ne veut pas dire que vous devez censurer chaque mot ou marcher sur des œufs,
mais cela signifie qu'il faut faire une pause avant de parler et se demander, est-ce utile, est-ce bienveillant? Car parfois ce qui ressemble à dire sa vérité n'est en réalité que le relâchement d'une frustration, et cela frappe plus fort que vous ne le réalisez. Une bonne règle à garder en tête, si vous ne voudriez pas que quelqu'un dise cela à votre petit enfant, alors peut-être vaut-il mieux ne pas le dire non plus à quelqu'un d'autre. La beauté de vieillir réside dans la sagesse que vous portez. Et lorsque cette sagesse est enveloppée de bienveillance, les gens écoutent, ils se rapprochent, ils vous respectent profondément. Mais lorsque vos paroles sont teintées de sarcasme ou de jugement, ils se ferment, même si vos intentions sont bonnes. Vos mots ont encore du pouvoir, peut-être plus que jamais. Utilisez-les pour créer du lien, pas pour dresser des murs. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions utiles, merci de commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Numéro 3. Portez des vêtements qui ne vous vont plus. Il y a un certain confort dans les habitudes, manger le même petit déjeuner, emprunter le même chemin, porter les mêmes vêtements que depuis des années, et il n'y a rien de mal à être constant. Mais lorsqu'il s'agit de vêtements, ce qui paraissait classique autrefois peut, avec le temps, commencer à sembler négligé. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais la façon dont vos vêtements vous vont, ou ne vous vont plus, en dit long sur votre connexion avec le moment présent. Des pantalons devenus trop amples, des chemises qui collent trop au corps, des styles démodés datant de 20 ans, ou encore des chaussures qui ont depuis longtemps perdu leur forme, ce ne sont pas seulement des choix de mode, ils envoient silencieusement un message, celui que vous avez cessé de prêter attention. Et même si personne ne vous le dira directement, tout le monde le remarque. Il ne s'agit pas de suivre les tendances ou d'essayer de s'habiller comme quelqu'un de 2 fois plus jeune. Il s'agit de montrer au monde que vous vous voyez encore comme une personne qui mérite d'être soignée. Lorsqu'on voit un adulte âgé dans des vêtements qui lui vont bien, qui sont soignés et qui reflètent un respect de soi, une chose se produit immédiatement, l'admiration. Cela dit, cette personne continue de se présenter au monde, non par vanité, mais par dignité. Réfléchissez-y, porteriez-vous aujourd'hui le même costume pour un entretien d'embauche que celui d'il y a 25 ans? Probablement pas. Le même principe s'applique à la vie quotidienne. Nos corps changent, notre teint évolue, notre énergie aussi. S'habiller d'une manière qui reflète votre être actuel, et non votre passé, montre votre présence émotionnelle et votre conscience de vous-même. J'ai entendu certains dire, « Qu'est-ce que ça peut me faire? Je suis à l'aise. » Et c'est une réponse valable. Mais être à l'aise et être négligent, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez être confortable tout en restant soigné. Vous pouvez être détendu tout en respectant votre apparence. Même un geste aussi simple que de passer à un jean qui vous va bien, ou de choisir une chemise qui met en valeur votre teint naturel, peut changer la manière dont les autres vous perçoivent. Non pas à cause du tissu, mais à cause de ce que cela représente, que vous êtes toujours présent, toujours conscient, toujours fier de qui vous êtes aujourd'hui. Les gens ne vous complimenteront peut-être pas directement, ils n'en parleront même peut-être jamais, mais ils le remarqueront. Ils vous souriront un peu plus, ils vous traiteront avec un peu plus de respect. Parce que cela nous plaise ou non, la manière dont nous nous habillons est la première chose que le monde voit. Et même à un âge avancé, cette première impression compte encore. Numéro 4. Interrompre ou dominer les conversations. Nous voulons tous être entendus, surtout à un âge avancé, après avoir accumulé assez d'expérience pour avoir quelque chose à dire. Mais parfois, dans ce désir de partager ce que nous savons, ou de nous assurer que notre point de vue est clair, nous oublions de laisser de la place aux autres. Cela peut commencer subtilement. Vous êtes en conversation, quelqu'un évoque un sujet que vous connaissez bien, et vous sautez sur l'occasion. Vous racontez une histoire, vous commencez à expliquer ce qu'il faudrait faire, et avant même de vous en rendre compte, 10 minutes se sont écoulées sans que personne d'autre n'ait pu parler. Ce comportement n'est souvent pas mal intentionné. Il naît d'un désir sincère d'aider. Mais voici le problème. Lorsque nous prenons trop de place dans une conversation, nous réduisons au silence, sans le vouloir, les personnes que nous aimons. Elles ne vous le diront pas directement, elles commenceront simplement à s'éloigner. Elles appelleront moins souvent, raccourciront les échanges, et vous sentirez cette distance sans toujours comprendre pourquoi. Les gens ont besoin de se sentir vus et entendus, pas sermonnés. Et lorsque chaque échange ressemble à un monologue, cela use doucement la relation, notamment avec les jeunes adultes ou les petits-enfants, qui peinent déjà parfois à trouver un terrain d'entente avec les générations précédentes. Il ne s'agit pas de parler moins,
mais d'écouter davantage, de laisser des silences, de poser plus de questions que de donner de réponses, et de résister à l'envie de donner des conseils à moins qu'on ne vous le demande. L'une des choses les plus puissantes qu'une personne âgée peut faire dans une conversation, c'est de se retenir juste assez pour laisser les autres s'exprimer pleinement. Non pas parce que vous n'avez rien de sage à dire, mais parce qu'ils ont besoin de sentir que leur voix compte aussi. Et voici l'ironie, moins vous monopolisez la parole, plus les gens recherchent votre avis. Plus vous écoutez, plus ils vous font confiance. Vous devenez quelqu'un avec qui ils veulent parler, pas quelqu'un dont ils doivent se protéger. Alors la prochaine fois que vous êtes en groupe ou en tête-à-tête, demandez-vous est-ce que j'écoute vraiment ou est-ce que j'attends juste mon tour pour parler. Ce petit changement de conscience peut tout transformer, car quand les gens se sentent entendus, ils s'ouvrent, ils se rapprochent et ils attendent avec impatience la prochaine conversation au lieu de la redouter. Numéro 5. Se plaindre des jeunes d'aujourd'hui. Cela commence souvent par une simple observation. Vous voyez un adolescent collé à son téléphone, et vous pensez de mon temps, on se parlait vraiment. Vous entendez quelqu'un dans la trentaine prendre une décision que vous désapprouvez, et vous vous dites qu'il n'a aucune idée de ce qu'est la vraie vie. Et avant même de vous en rendre compte, ces pensées commencent à glisser dans vos conversations avec vos amis, votre famille, voire même avec des inconnus. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais critiquer constamment les générations plus jeunes envoie un message fort et souvent blessant. Cela dit à votre entourage, notamment à vos enfants et petits-enfants, que vous n'êtes pas intéressé par leur monde, que vous êtes resté bloqué dans un passé qui n'existe plus. Et voici une vérité inconfortable. Chaque génération a toujours pensé que celle qui venait après elle faisait tout de travers. Ce n'est pas nouveau. Mais quand la critique devient votre réflexe, cela ne vous rend pas plus sage aux yeux des autres. Cela vous fait paraître amer. Vous pensez peut-être plaisanter, ou simplement énoncer une évidence, mais pour ceux qui vous écoutent, surtout les moins de 50 ans, cela ressemble souvent à un rejet, à un mépris de tout ce qu'ils sont. Et le résultat, ils cessent de se confier à vous. Ils gardent les conversations superficielles. Ils évitent les échanges plus profonds, car ils redoutent votre jugement. Même s'ils vous aiment, ils finissent par garder une partie d'eux-mêmes à distance. Cela ne veut pas dire que vous devez tout approuver ou adopter toutes les nouveautés, mais cela signifie choisir la curiosité plutôt que la critique. Demandez au lieu de supposer. Assez de ces jeunes aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que de travailler. Ah, qu'est-ce que ça fait d'essayer de trouver sa voie dans le monde actuel? Cela ouvre un dialogue au lieu de créer une division. Rappelez-vous, votre valeur ne vient pas de la comparaison entre hier et aujourd'hui. Elle vient de votre capacité à relier les deux époques, à être cette main tendue entre les générations, et non la voix qui crie de loin. Et croyez-le ou non, quand les jeunes se sentent respectés par vous, ils écoutent plus, ils posent plus de questions, ils viennent vers vous, non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils en ont envie. Vous devenez non seulement l'aîné, mais aussi celui qu'ils admirent, qu'ils écoutent, à qui ils se confient, pas pour recevoir des leçons, mais pour entendre une sagesse qui écoute avant de parler. Voilà la vraie influence. Et elle commence en renonçant à vouloir toujours avoir raison sur le passé, pour mieux être présent dans l'instant. Numéro 6. Ignorer l'étiquette moderne. Il existe une forme de conscience sociale qui passe souvent inaperçue, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Des choses comme parler fort au téléphone en public, se tenir trop près dans une file d'attente, ou encore regarder une vidéo sans écouteurs dans une salle d'attente. Ce sont de petits comportements, bien sûr, mais ils peuvent avoir un grand impact sur la façon dont les autres vous perçoivent. Ces gestes n'étaient peut-être pas un problème il y a quelques décennies. À l'époque, on était plus tolérant face aux conversations bruyantes ou aux comportements inattendus. Mais les temps changent, les attentes évoluent, et ce qui passait jadis pour anodin peut aujourd'hui mettre les autres mal à l'aise. Et voici le piège. Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Personne ne vient vous dire gentiment « Pouvez-vous baisser le volume » ou « Pouvez-vous reculer un peu ?» À la place, on vous adresse un regard appuyé, on évite votre regard ou on change de siège. Ce n'est rien de personnel, mais c'est bien réel. Que ce soit dans le métro, dans un café ou en flânant dans un magasin, ces petites infractions à ce que l'on considère désormais comme la courtoisie de base envoient un message « Je ne me rends pas compte de l'impact que j'ai sur les autres ». Et la réalité, c'est que l'on n'accorde pas toujours aux personnes âgées le bénéfice du doute. Beaucoup supposent que vous devriez savoir mieux vous comporter. Alors lorsqu'ils constatent ces comportements, ils ne pensent pas à une incompréhension, ils y voient du désintérêt. Ce n'est sûrement pas le souvenir que vous voulez laisser. Heureusement, c'est aussi l'un des aspects les plus faciles à corriger. Commencez à observer comment les gens autour de vous se comportent dans les espaces publics, comment ils régulent leur volume, comment ils respectent l'espace personnel,
comment ils utilisent la technologie en présence d'autres personnes. L'étiquette moderne n'est pas une question d'être rigide, mais de faire preuve de considération. Cela montre que vous êtes toujours connecté au monde, toujours engagé, toujours attentif à l'impact que vous avez. Et cette conscience renforce le respect. Elle montre aux autres, je suis peut-être plus âgé, mais je reste quelqu'un qui fait attention, qui sait s'adapter, qui se soucie du ressenti des autres. Cela ne change pas seulement la façon dont les inconnus vous perçoivent, cela change aussi la façon dont votre propre famille vous voit. Vos petits-enfants le remarquent, vos voisins aussi, et leur admiration silencieuse grandit. Parce que dans un monde qui court toujours plus vite, une personne qui agit avec discrétion et dignité ressort plus que jamais. Numéro 7. Parlez trop souvent de ces problèmes de santé. On connaît tous la blague. Mettez quelques seniors ensemble et la conversation se transforme rapidement en concours de celui qui a le genou le plus abîmé, la tension la plus haute ou le plus de médicaments alignés dans la salle de bain. Cela peut sembler être une discussion sans conséquence ou même une manière de créer du lien. Mais en réalité, parler constamment de ces problèmes de santé peut lentement épuiser l'énergie des gens autour de vous. Voilà la vérité, tout le monde sait que vieillir s'accompagne de défis physiques. Vous n'avez pas à faire semblant que tout va bien. Mais lorsque toutes vos conversations tournent inlassablement autour de vos douleurs, de vos rendez-vous médicaux ou de vos prochaines opérations, vos proches finissent par se sentir comme dans une salle d'attente plutôt que dans une vraie relation. Surtout pour les plus jeunes membres de votre famille, ces sujets peuvent être déstabilisants. Ils ne savent pas toujours quoi répondre, ils peuvent se sentir impuissants face à des situations qu'ils ne peuvent pas résoudre. Et du coup, au lieu de se rapprocher, ils reculent, non pas par manque de respect, mais par une fatigue silencieuse. Vous méritez de recevoir de l'empathie, vous méritez d'être écouté. Mais si votre santé devient le centre de toutes vos interactions, cela change la dynamique. On passe de la connexion aux soins, du dialogue à la plainte. Réfléchissez aux personnes avec lesquelles vous aimez passer du temps, ce ne sont probablement pas celles qui énumèrent chaque douleur ou chaque médicament, mais plutôt celles qui parlent aussi de ce qui va bien. Celles qui mentionnent un défi sans en faire leur seule identité. Cela ne veut pas dire que vous devez cacher vos difficultés. Mais choisissez votre public, choisissez le bon moment et surtout choisissez l'équilibre. Parlez de votre santé, oui, mais demandez aussi aux autres comment ils vont. Discutez du livre que vous lisez, du jardin de votre voisin, de l'oiseau que vous avez aperçu à votre fenêtre. Votre vie est encore remplie d'histoires qui n'ont rien à voir avec des comptes rendus médicaux. Et les gens veulent se connecter avec vous, pas uniquement avec vos symptômes. Vous seriez surpris de voir à quel point vos relations peuvent s'alléger quand vous cessez de laisser vos problèmes de santé diriger chaque conversation. Quand vous parlez aussi de ce que vous pouvez faire, de ce qui vous plaît encore, de ce qui vous fait sourire, vous ne vous contentez pas de vous sentir mieux. Vous rendez aussi la vie plus douce pour ceux qui vous entourent. Et dans un monde déjà lourd de soucis, être celui qui apporte un peu de légèreté est une forme de médecine magnifique en soi. Numéro 8. Restez obstinément accroché à des croyances dépassées. L'une des choses les plus difficiles à percevoir en soi-même, surtout avec l'âge, c'est quand nos croyances commencent à devenir des murs au lieu de fenêtres. Nous restons attachés à des idées qui nous ont bien servi autrefois, des principes qui ont guidé notre manière d'élever nos enfants, de diriger nos entreprises, de comprendre le monde. Mais avec le temps, si nous n'y prenons pas garde, ces croyances peuvent se figer en vérité absolue, qui ne correspondent plus à la réalité actuelle. Vous pourriez vous entendre dire des phrases comme « c'est comme ça », « un point c'est tout », ou « les gens sont trop sensibles aujourd'hui », ou encore « je me fiche de ce que dit la science, je sais ce qui est juste ». Et même si vous vous sentez confiant dans vos opinions, ce que les autres entendent, c'est souvent autre chose de la résistance. La vérité c'est que le monde a changé, et il continue de changer. La technologie, la culture, les rôles de genre, la prise de conscience autour de la santé mentale, notre manière de communiquer, tout évolue très vite. Et lorsque nous nous obstinons sans même essayer de comprendre d'autres points de vue, cela ne ressemble pas à de la sagesse, mais à de l'entêtement. Les jeunes générations le remarquent. Et bien souvent, elles ne vous le diront pas en face. Elles vous classeront simplement comme quelqu'un à qui elles ne peuvent pas parler de certains sujets, quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Et c'est une vraie perte. Parce qu'il y a tant de belles connexions possibles quand la curiosité remplace le jugement. Rester ouvert ne signifie pas renier ses valeurs. Cela veut dire être prêt à mettre à jour sa compréhension sans perdre son identité. C'est faire de la place pour de nouvelles idées, même si l'on n'est pas d'accord avec tout. Et souvent, l'obstination cache une peur, la peur de perdre sa place, d'être dépassé, ou de perdre une partie de soi en lâchant ses anciennes croyances. Mais votre importance ne vient pas de votre attachement au passé. Elle vient de votre courage à rencontrer le présent.
Lorsque vous êtes capable de dire « je n'avais jamais vu les choses sous cet angle » ou « explique-moi ce que cela signifie pour toi », vous ouvrez des portes. Et parfois vous changerez même d'avis, découvrant que les jeunes avaient raison sur des aspects que vous n'aviez pas envisagés. Cette humilité, cette capacité à rester un élève de la vie, même à un âge avancé, c'est rare. Et c'est une véritable force. Numéro 9. Marcher ou se déplacer sans conscience de l'espace. En vieillissant, notre allure change. Nous ralentissons un peu. Nous pouvons nous sentir moins stables ou plus prudents dans nos déplacements. C'est tout à fait naturel. Mais souvent, sans même nous en rendre compte, nous devenons moins conscients de la manière dont nos mouvements affectent les autres autour de nous. Vous l'avez peut-être vu, quelqu'un qui s'arrête en plein milieu d'une allée de supermarché caddie en travers, occupé à lire une étiquette. Ou quelqu'un qui marche lentement, puis s'arrête soudainement sur un trottoir bondé. Ou encore une personne qui dévie progressivement de sa trajectoire en discutant avec un ami, empiétant sur la voie des passants. La plupart du temps, ce n'est pas fait exprès. Vous êtes concentré sur votre propre tâche. Mais pour les gens autour de vous, surtout ceux qui sont pressés, cela crée une petite friction. Et voici le point crucial, les gens ne vous le diront pas. Ils soupireront discrètement, contourneront, éviteront peut-être de marcher à vos côtés. Ces petits moments s'accumulent et influencent la perception qu'ils ont de vous. Ils peuvent commencer à vous voir comme celui qui gêne toujours, ou éviter les situations où il faudrait marcher ou sortir avec vous. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils sentent qu'ils doivent constamment vous gérer. Soyons clairs, ralentir n'est pas un problème. Le problème, c'est l'absence de conscience. Vous pouvez marcher lentement, tout en étant respectueux de l'espace des autres. Vous pouvez vous arrêter pour lire quelque chose, en restant sur un côté. Vous pouvez avancer avec précaution, tout en restant attentif au flux autour de vous. C'est particulièrement important dans des lieux comme les aéroports, les trottoirs fréquentés, les centres commerciaux, ou même les couloirs d'église. Ce sont des espaces partagés, et y être attentif envoie un message fort, vous êtes encore présent, vous êtes encore connecté au monde qui vous entoure. Cette forme discrète de grâce montre que vous êtes réfléchi, attentif et bienveillant. La vérité, c'est que la plupart des gens ne demandent pas la perfection. Ils espèrent simplement un peu d'effort, un peu d'attention. Lorsque vous montrez cela, vous ne passez pas pour quelqu'un de lent, mais pour quelqu'un de respectueux. Quelqu'un qui se déplace encore avec dignité et une douce forme de responsabilité. Et ce type de présence est plus puissant que vous ne l'imaginez. Numéro 10. Faire des blagues qui vieillissent mal. Avoir un bon sens de l'humour est l'une des meilleures choses que vous puissiez conserver en vieillissant. Cela vous garde léger, met les autres à l'aise et aide à détendre l'atmosphère même dans les moments difficiles. Mais tous les types d'humour ne vieillissent pas bien. Certaines blagues, surtout celles qui faisaient rire il y a des décennies, peuvent aujourd'hui éloigner discrètement les gens. Vous continuez peut-être à plaisanter comme vous l'avez toujours fait, un peu de sarcasme par-ci, une remarque taquine par-là, voire un commentaire basé sur de vieux stéréotypes ou moquant l'apparence, les origines ou les choix de quelqu'un. Vous riez peut-être en le disant et ajoutez « je plaisante » ou « allez, faut pas être si sérieux », mais voici ce qui a changé le monde autour de vous. Alors qu'autrefois l'humour s'appuyait souvent sur les différences, aujourd'hui les gens sont beaucoup plus sensibles à la manière dont les mots sont perçus, surtout quand ils viennent d'une personne plus âgée. Les jeunes générations vivent dans une culture qui valorise l'inclusion, l'empathie et le respect des expériences diverses. Une blague qui semble déconnectée de ces valeurs n'est pas vue comme drôle, mais comme irrespectueuse, voire blessante. Et ils ne vous le diront probablement pas. Ils riront poliment, puis s'éloigneront peu à peu. Vous ressentirez cette distance sans toujours comprendre d'où elle vient. Cela ne veut pas dire que vous devez marcher sur des œufs, ni bannir l'humour de votre vie. Mais cela veut dire réfléchir avant de raconter certaines blagues. Demandez-vous, est-ce que je trouve ça drôle, parce que c'est intelligent, ou parce que ça rabaisse quelqu'un? Le meilleur type d'humour, surtout en vieillissant, est celui qui élève les autres, qui apporte de la légèreté sans malaise, qui montre que vous évoluez avec votre temps. En fait, rien ne renforce plus la connexion que de savoir rire de soi-même. Cela montre de l'humilité, de la perspective et le désir sincère de simplement profiter du moment avec les autres. Quand les gens voient cela, ils se détendent, ils s'ouvrent, ils vous voient non pas seulement comme la personne plus âgée dans la pièce, mais comme quelqu'un qui comprend encore. Un humour bienveillant vous portera loin, mais un humour réfléchi, adapté et léger gardera la porte de la connexion grande ouverte, peu importe votre âge. Numéro 11. Se comporter comme si on était incapable alors qu'on ne l'est pas. Vieillir apporte de vrais défis, personne ne le nie. Des choses autrefois simples deviennent plus longues, plus compliquées, parfois nécessitent de l'aide. Mais il y a une différence entre avoir besoin d'aide et y recourir systématiquement,
alors qu'on pourrait encore faire les choses soi-même. Et avec le temps, cette différence devient de plus en plus visible aux yeux des autres, même s'ils ne vous le disent pas. Peut-être avez-vous pris l'habitude de dire « tu peux le faire pour moi » ou « je comprends rien à tout ça, je vais tout gâcher ». Au début, ces petites demandes semblent anodines. Mais quand elles deviennent une habitude, surtout pour des tâches que vous pouvez encore accomplir, elles finissent par user votre entourage. Les membres de votre famille peuvent commencer à se sentir comme des soignants plutôt que comme des proches. Vos amis remarqueront qu'ils sont toujours ceux qui soulèvent, tendent, rangent, organisent. Et même s'ils sourient et disent « pas de souci », à l'intérieur, un léger ressentiment s'installe. Ce qui rend cela encore plus complexe, c'est que parfois ce comportement est inconscient. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la peur. Peur de mal faire, peur d'avoir l'air ridicule, peur de ne pas suivre le rythme. Alors vous laissez quelqu'un d'autre intervenir. Et à chaque renoncement, votre indépendance s'effrite un peu plus. Pourtant, la vérité est que les gens admirent bien plus l'effort que la perfection. Ils préfèrent vous voir essayer, même avec difficulté, que vous voir abandonner. Vos enfants, vos petits-enfants, vos voisins, ils sont fiers lorsque vous montrez que vous êtes encore dans le jeu, que vous voulez apprendre, bouger, participer. Et quand vous demandez de l'aide uniquement quand c'est vraiment nécessaire, ils vous font confiance. Ils savent que vous n'abusez pas. Ils ressentent de l'honneur, pas du poids, en vous aidant. Maintenir votre autonomie n'est pas faire semblant d'avoir 30 ans. C'est montrer ce que vous pouvez encore faire, demander clairement ce que vous ne pouvez plus faire, et respecter cette frontière. Vous seriez étonné de voir combien de confiance en soi vous pouvez regagner en reprenant certaines petites choses en main, porter vos propres affaires, comprendre seul comment fonctionne une nouvelle télécommande, suivre une recette sans demander à quelqu'un de rester à côté. Ces petites victoires nourrissent votre assurance. Elles vous rappellent à vous et aux autres que l'âge peut changer vos capacités, mais qu'il ne vous enlève ni votre force, ni votre volonté, ni votre dignité. Ceux qui vieillissent le mieux ne sont pas ceux qui ne demandent jamais d'aide. Ce sont ceux qui savent quand demander et quand se tenir debout et dire « je peux le faire ». Numéro 12. Faire semblant d'avoir toujours raison. Nous aimons tous avoir le sentiment d'avoir gagné notre place, surtout après des décennies d'expérience de vie, de choix difficiles et de leçons apprises à la dure. Il est donc compréhensible qu'à un certain moment, de nombreux adultes plus âgés aient l'impression de détenir les réponses, d'avoir suffisamment vu pour savoir comment les choses fonctionnent. Et dans bien des cas, c'est vrai. Mais voilà où ça se complique, quand le besoin d'avoir raison dépasse celui de créer du lien, les gens arrêtent d'écouter. Cela peut se manifester de manière subtile, corriger une histoire racontée au dîner, insister sur le fait que votre manière de faire est la seule valable, lever les yeux au ciel face à de nouvelles idées, ou balayer l'opinion de quelqu'un d'un « fais-moi confiance », je sais mieux que toi. Au début, les autres passent l'éponge, parfois même en riant. Mais avec le temps, être avec quelqu'un qui doit toujours avoir raison devient épuisant. Alors ils commencent à éviter les conversations profondes, à taire leurs pensées, à ne plus vous contredire, non pas parce que vous les avez convaincus, mais parce qu'il est simplement plus facile de rester silencieux. L'ironie, c'est que la plupart des aînés n'agissent pas ainsi par arrogance, mais par besoin de sécurité, pour conserver une forme d'autorité dans un monde qui change vite autour d'eux. Pourtant, quand avoir raison devient plus important qu'être bienveillant ou curieux, cela se retourne contre eux. Être sage ne veut pas dire avoir toutes les réponses. Cela signifie savoir quand partager son point de vue et quand laisser l'autre explorer le sien. Cela signifie tenir ses opinions avec confiance, mais aussi avec ouverture. Parce qu'ici réside une vérité que peu de gens osent dire tout haut. Les personnes qu'on admire le plus ne sont pas celles qui nous corrigent, mais celles qui nous écoutent, nous amènent à réfléchir et nous invitent doucement à envisager autrement, sans jamais l'imposer. Quand vous cessez d'essayer de gagner chaque discussion, les gens viennent davantage vers vous. Ils demandent votre avis, apprécient vos conseils, non pas parce que vous imposez votre voix, mais parce qu'elle porte un poids calme, réfléchi et sincère. Et quand vous prenez la parole, parce que vous ne le faites pas pour dominer mais pour enrichir, vos mots marquent les esprits. Ils comptent vraiment. Au bout du compte, le besoin d'avoir raison s'efface. Ce qui reste, c'est la manière dont vous avez fait sentir les autres. Et quand vous laissez de la place pour que chacun soit entendu, remis en question avec respect et encouragé, votre présence devient précieuse, non tolérée. Pensée finale. Maintenant que nous avons parcouru ces 12 comportements, prenez un moment pour réfléchir, doucement et sans jugement. Lequel de ces comportements s'est glissé discrètement dans votre quotidien? Lequel vous a surpris? Et sur lequel vous sentez-vous prêt à agir, même un peu? Cette vidéo n'a pas été créée pour vous critiquer ou vous culpabiliser. Elle a été pensée pour vous offrir quelque chose que peu de gens vous donnent,